Salut, c'est Boom. Aujourd'hui, je démarre mon format d'analyse. Oui, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, j'ai utilisé cette analyse il y a un bail. Et c'était bien nul. Dans ce format, j'explore des questions, des personnages, et j'en profite un peu pour divaguer sur le film ou les sources. Globalement, je parle de ce que je veux. Fallait lire la description de la chaîne. Un truc qui m'a toujours frustré, c'est l'incompréhension envers un personnage au premier abord horrible, qui continue même au deuxième abord alors qu'on nous montre qu'il n'a pas choisi d'être comme ça ni qu'il aurait pu changer parce que déjà ça dépend de facteurs personnels, le mental, la psyché. Pardon, je crois que je divague un peu trop déjà. Vague, 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 vague. Peut-être que je me sens trop proche de ce personnage pour être objectif, ou peut-être que justement qu'un humain réel comme moi puisse se sentir proche de ce personnage, ça montre que la problématique est réelle. Après, ça reste un problème de s'identifier à un tricheur, vantard, kidnappeur, tortureur aux multiples tentatives de meurtre, et dont une des blagues récurrentes que je vois le plus, c'est que c'est un peu un fil. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, maintenant, attention, cette vidéo contient des spoilers sur toute la franchise Monstres et compagnie. Il est conseillé d'avoir vu les deux films et la saison 2 de la série au minimum. En 2001, Pixar sortait son quatrième long métrage d'animation, Monstres et compagnie, réalisé par Pet Docter, qui nous emmenait cette fois dans un monde peuplé de monstres en tout genre, en toute forme et en toute originalité. Non, parce qu'aujourd'hui, où Illumination fait du réalisme impressionnant au point que le côté cartoon ne marche plus, où Disney gâche tous ses classiques avec des remakes trop réalistes, et où même Pixar devient de moins en moins original dans ses designs, au point où juste DreamWorks et Sony Pictures continuent à expérimenter de nouveaux styles, Quand je serai grand, je veux devenir comme elle. ça fait du bien de retrouver la folie créative des créateurs dans tous ces monstres, ces décors, ces petits détails en arrière-plan. Après, Pixar est toujours resté maître dans l'art du show dentelle également, ce qu'on ne perd pas dans les films Monstres et compagnie. Et ça déjà, ça se voit quand on compare les designs des personnages principaux. Sully est grand, imposant par sa taille et sa largeur, plein de poils, ce qui est une innovation technique incroyable à l'époque. Il est fait pour être câlin. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai jamais compris comment il était terreur numéro 1. À son opposé parfait, on a Randall, qui est long, maigre, avec une posture plus menaçante, des yeux constamment plissés, une grande mâchoire remplie de petites dents. Il est écailleux et certainement rugueux par conséquent. Bob, son design est de l'amusement pur, parce que c'est littéralement une boule avec un œil globuleux et des petits membres tout fins. La Fouine, c'est un peu l'opposé de Bob, vu que c'est le sous-fifre de Randall. Et donc, il a trois yeux, un œil en plus, plutôt qu'un œil en moins. Bon, ok. Là, j'ai voulu faire une analyse approfondie des designs, mais c'est surtout de la spéculation. Ça peut juste être des gens qui ont une fièvre créative et qui se sont lâchés. Ce qui est tout à fait valide, entendez-moi bien. Si je voulais faire cette vidéo au tout départ, c'était pour suivre la vie de Randall chronologiquement en expliquant les événements et leur impact direct sur lui. On ne sait pas grand-chose sur sa vie avant son entrée à l'université des monstres. La première fois qu'on rencontre Randall, oui, je vais continuer à l'appeler par son prénom, je déteste son surnom, c'est en même temps que Bob. Il est alors gentil, attentionné, l'ayant attendu pour le laisser choisir son lit. Il nous partage plusieurs fois son anxiété, notamment quant à sa capacité de camouflage qu'il juge ridicule pour une terreur, qui est censée faire peur. Donc être vu pour ça, ça peut aider. Mais Bob le rassure pour tout ça, l'encourage à utiliser ce don, mais en enlevant ses lunettes pour en devenir totalement indétectable. C'est donc pour ça qu'il plisse constamment les yeux et ne voit pas ou ne reconnaît pas nos héros à certains moments dans le premier film. Et il est aussi ambitieux, mais Bob aussi, il faut le dire, et comme tout le monde. Ils n'ont juste pas les mêmes objectifs. Bob veut devenir terreur à tout prix. Randall, lui, il veut plus un cercle social, faire partie d'un groupe, être apprécié. Il prépare donc des petits gâteaux pour la fête des fraternités. Recherche de validation, complexe d'infériorité, anxiété, manque d'estime de soi, check. Plus tard, suite à la rivalité entre Bob et Sully, il aide certes Bob à réviser ses cours de terreur, mais en échange, Bob n'est pas plus présent. Il passe toujours son temps à réviser, même quand il a un match avec Randall. Bon, après, qui suis-je pour juger? Je devais me faire opérer l'an dernier, j'ai photographié mes cours pour réviser mon bac à l'hôpital. Mes potes m'ont pris pour un malade. Pas dans ce sens-là, hein. Bon, bref. Le jour de l'examen, Bob écoute son orgueil plutôt que d'écouter Randall qui propose de juste se déplacer quand Sully l'embête. Lorsque la doyenne Hardscrabble arrive, après la bêtise de Bob et Sully, il préfère disparaître.
J'aime beaucoup l'idée parce que t'as vraiment des moments comme ça où t'aimerais être invisible pour échapper à une situation. Lui, c'est littéral. Intéressant. Et je ne suis pas le seul que ça intéresse, vu que, à mon avis, les rois d'Omegaror, la fraternité la plus populaire de l'université, qui se trouvait au-dessus de l'amphithéâtre, l'ont remarqué et décident de l'accueillir dans leur équipe à la place de Sully pour les Jeux de la Peur. Lorsqu'il l'annonce à Bob, il est désolé mais également distant, ne préférant plus avoir affaire avec lui. Randall attache une grande importance à l'image qu'il renvoie aux autres. On va mettre quelque chose au clair, il ne l'abandonne pas. J'ai déjà dit qu'ils étaient pratiquement plus amis depuis que Bob a commencé à réviser. Et il a commencé à réviser dès le premier jour de cours, le lendemain de la rencontre. Même moi, je n'ai pas fait ça pour mon bac. Bon, je n'avais pas forcément envie de sortir parce que j'avais d'autres trucs à faire. Je bossais sur cette vidéo, par exemple, ou une autre. Pourquoi je vous parle de ça, moi? Tout au long des jeux de la peur, on peut voir que Randall n'est pas toujours super à l'aise avec l'erreur. Il n'a pas l'habitude d'être dans un groupe d'une telle influence. Pour ne pas être en décalage, il doit donc agir comme eux. Il va notamment participer à une blague contre Ousma Kappa, l'équipe de Bob et Sully. Dépersonnalisation, check. Lors de la dernière épreuve des jeux de la peur, sa capacité de camouflage se retourne contre lui. Il l'utilise pour se cacher d'un mannequin qui doit effrayer, mais Sully pousse un rugissement tellement puissant que toute l'installation se met à trembler. Randall tombe sur le tapis au sol de la chambre et prend par erreur son motif de cœur. Il tente une dernière fois d'effrayer le mannequin, mais les Ouzma Kappa prennent l'avantage. Comment c'est pas de la triche, ça? Vous vous rendez compte? Son ancien ami qui ne l'était pas vraiment et celui qui lui a appris, qui lui avait permis de faire partie d'erreurs, puis qui vient de l'humilier devant toute l'université, les deux sont amis et lui ont tout pris au fur et à mesure. Rancune? Check. That's the last time I lose to you, Sullivan. Worthington and Wazowski to the starting line. Tout ceci est un concours de circonstances, et Randall est un personnage tragique. Ah, et pour ceux qui me diront qu'il aurait juste pu passer à autre chose, ça rejoint ce que je disais au début sur la sensibilité de chacun à des mêmes événements. Moi, par exemple, j'ai fait face à plus ou moins les mêmes événements pendant un temps, et je me comportais comme lui. Il n'est jamais trop tard pour lui donner une rédemption, même si j'en suis pas fan et que je ne crois pas vraiment à la rédemption. Quoi qu'il en soit, 10 ans plus tard, Randall travaille chez Monstre et compagnie. Il est devenu railleur, compétitif, colérique, il veut battre Sullivan à tout prix, il ne pense à rien d'autre. C'est une obsession. Une chose intéressante, c'est qu'il est désagréable avec tout le monde, même ses alliés. Depuis qu'il a été trahi par Bob et l'Error, Randall semble repousser tout geste affectueux, ce qui est un mécanisme de protection contre les relations superflues, codépendantes ou toxiques. Vous pouvez me croire, c'est du vécu. À cette époque-là, les choses vont mal. Les cris sont de plus en plus durs à récolter, de nombreuses coupures de courant surviennent, l'entreprise risque la faillite. Maintenant, préparez-vous, rangez vos torches et vos fourches, parce que je vais vous expliquer en quoi, en théorie, les actes de Randall sont justifiés. Au secours! Cette analyse, au départ, elle n'est pas de moi, elle me vient de The Uncanny G-Man. J'étais un peu d'accord avec lui, mais en même temps pas trop. Mais quitte à être là pour défendre Randall, autant y aller par tous les moyens. Et donc, en parlant de par tous les moyens, le but de Randall, c'est d'aider Monsieur Waternoose avec la pénurie du cri, avec pour objectif non plus de devenir la meilleure terreur d'élite, mais bel et bien de devenir le nouveau boss de Monstre et compagnie. C'est dans cette optique que Lafwin conçoit apparemment l'extracteur de cri, machine qui aura traumatisé une petite génération, dont moi au passage. Après, on n'a jamais su si c'est Waternoose qui a eu l'idée, et donc pas besoin de Randall, vu qu'il a accès à la porte de la salle du simulateur, ou alors c'est Randall qui a eu l'idée et qui l'a proposé à Waternoose. Dans ce cas, ils y ont juste pas pensé. Dans cette théorie, les monstres considéreraient les enfants comme des sources d'énergie pure, un peu comme nous avec le pétrole. C'est d'ailleurs tout le thème du film, de passer d'une énergie obtenue par des moyens problématiques pour une énergie plus propre. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait les monstres s'en fichent des enfants, ils veulent juste de l'énergie, et les enfants sont juste des générateurs pour eux. Et donc, si les actes de Randall sont juridiquement proscrits par sa société parce qu'il pense que les enfants sont toxiques, moralement, ça passe. Faut surtout pas sortir cette phrase de son contexte. Ouais, bon, je suis pas sûr que ça joue en sa faveur, de toute façon, l'énergie a toujours été un thème important du film. Mais cela dit pas l'idée principale. L'idée principale, elle nous vient de Pet Doctor, avec la naissance de son premier enfant. Il était très frustré de ne pas avoir assez de temps à lui accorder à cause de son travail.
C'est de là que vient cette petite fille qui arrive dans la vie du meilleur monstre d'une entreprise, qui va être forcée de s'en occuper, s'attachant à elle par la même occasion. Et avec l'obligation de la ramener chez elle, on nous invite à passer le plus de temps possible avec nos proches tant qu'on en a le temps. C'est beaucoup trop beau, je vais finir par verser une larme à écrire ces scénarios pareils. Randall, il ne pense jamais à autre chose qu'à son propre succès. Ça aussi, c'est triste, mais logique malheureusement. Il n'a pas l'air d'éprouver le moindre remords pour ses actions. Il est complètement apathique ou cruel. Il ne recule devant rien, prêt à tuer Sullivan 3 fois de suite dans le film, une fois en l'étranglant, une autre en le faisant tomber, lui et Bob, et une dernière fois prenant bien son temps pour savourer le moment de faire chuter son rival vers une mort certaine, celui qui lui a tout pris, même quand il n'était pas là. Parce que même après avoir banni Sullivan, Randall continue d'être rabaissé par son patron en se faisant dire que Sullivan était plus fort qu'il ne le sera jamais. Suite à cela, il finit par être jeté à la porte, ce n'est pas une façon de parler, et est pris pour un alligator et battu à coups de pelle par une mère de famille dans un décor de 1001 pattes. Ouais, c'est un peu nul comme fin, surtout pour un personnage aussi important et qui a tellement apporté à l'histoire. Alors oui, vous allez me dire que je n'ai pas pris en compte les éléments de la série, qu'il est vivant, on le voit dans la saison 2, mais je suis désolé, avec ce retcon nul, pour moi c'est pas canon. Pour l'instant. Peut-être que cette vidéo aura une seconde partie s'il a un bon développement en saison 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater ce qui vient ensuite. Je prépare une super série pour l'année prochaine, ça va être génial. La petite cloche bien sûr, partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un que le sujet peut intéresser. Et moi, je vous dis bye. Après, Pixar est toujours resté maître dans l'art du show don't tell également. Ah mince. Après, Pixar est toujours resté maître dans l'art du show... C'est le début des galères. Si je voulais faire cette vidéo au tout départ, c'était pour suivre sa vie chronologiquement en expliquant les événements qui ont un impact direct sur lui. On ne sait pas grand-chose sur sa vie. Oh là là, mais dis donc, il manque du texte ici. Si je voulais faire cette vidéo au tout départ, c'est pour Ah l'ayant entendu... Attends. Mais Bob le rassure pour tout ça, il l'encourage à utiliser ce don, mais en relevant ses lunettes. Bon, après, qui suis-je pour juger? Je devais faire Et je ne suis pas le seul que ça intéresse, vu que, à mon avis, les rois de Megaror, fraternité la plus populaire de l'université de blablabla. Tout au long des jeux de la peur, on voit que on- lors de la dernière épreuve des jeux de la peur, sa capacité de camouflage se retourne contre lui. Il l'utilise pour casser, il l'utilise pour se casser. Oui, il se casse en deux. Randall est une allumette, je ne vous l'avais pas dit. Lors de la dernière épreuve des jeux de la peur, sa capacité de camouflage se retourne contre lui. Il l'utilise pour se cacher d'un... Je suis trop loin du micro. Il l'utilise pour se cacher d'un mannequin qui doit effrayer, mais Sully pousse un enregistrement tellement puissant que toute l'installation se met à trembler. Randall... Que toute l'installation se met à trembler. Et là... Et je ne sais même pas si je suis à la moitié du texte. Ouais! Vous vous rendez compte? Son ancien ami qui ne l'était pas vraiment et celui qui lui a appris ce qu'est la je sens que cette phrase va être dure. Vous vous rendez compte? Son ancien ami qui ne l'était pas vraiment et celui qui lui a appris, qui lui avait permis de faire partie d'Error, puis qui vient de l'humilier devant toute l'université, les deux sont amis et lui ont tout pris au fur et à mesure. Alors là, je me suis pas raté, mais je sais même pas si la phrase est française dans le texte. Il n'est jamais trop tard pour lui donner une rédemption, même si je suis pas fan et que je ne crois pas à la rédemption. Là. Le but de Randall, c'est d'aider Monsieur Waternoose avec la... Bah non, ça c'est le nom anglais, ça. Dans cette théorie, les monstres considéraient les enfants comme des sources d'énergie. Je lis trop mon texte, là. Et donc, si les actes de Randall sont juridiquement... Suite à cela, il finit par être jeté à la porte, ce n'est pas une façon de parler, et est pris par un alligator.
à ne, à ne pas sortir de son contexte également. J'ai perdu là où j'étais dans le texte. Suite à cela, il finit par être jeté à la porte, ce n'est pas une façon de parler, et pris pour un alligator. Oh, c'était bien là! Oh, purée! Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Faut vraiment que j'apprenne à pas chuchoter mes cris.